beaucoup d'être avec nous. Le président et le Premier ministre ont appelé à l'union sacrée, le mot est très fort. Allez-vous y répondre? Mais bien sûr. Depuis 20 minutes, qu'est-ce qu'on voit dans votre journal? De la tristesse, de l'effroi, du chagrin, du désespoir. Mais la question n'est pas simplement la solidarité avec toute cette souffrance. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer une meilleure sécurité des Français? L'unité nationale, la solidarité nationale, pour une meilleure sécurité. Pas simplement pour faire des discours. Vous en avez parlé avec le président aujourd'hui. Est-ce que vous avez des propositions à faire? Est-ce que vous estimez d'ailleurs que l'exécutif a fait ce qu'il fallait depuis les attentats du 7 janvier dernier? La question, bien sûr, n'est pas de polémiquer. Ça ne serait pas digne alors que tant de victimes ne sont même pas encore enterrées et tant de familles pleurent. La question, c'est est-ce que nous sommes en situation de sécurité aujourd'hui? La réponse, hélas, est non. Nous sommes dans une période de guerre qui va durer longtemps et il faut que nous adaptions notre dispositif de sécurité et notre politique étrangère à cette situation dramatique exceptionnelle. On va commencer par la politique intérieure. Et donc, qu'il faut faire si le président propose des mesures ou retient des mesures que nous proposons qui garantiront la sécurité des Français, alors là, naturellement, notre devoir, c'est d'être constructif, de les voter, de les adopter. Nous avons parlé longuement avec François Hollande, je lui ai fait des propositions, j'espère que nous pourrons trouver un accord de façon à garantir ce qui devrait être notre obsession. Vous pouvez nous en parler de ces propositions? Bien sûr. Je pense qu'il faut renforcer de façon drastique notre politique de sécurité intérieure. Je dis drastique. Ça veut dire quoi? Nous avons 11 500 personnes, les fameux fichiers S. Si on regarde tous les attentats récents, tous étaient sur ce fichier. Je propose que nous réfléchissions ensemble à la décision qui consisterait pour les personnes sur ce fichier à pouvoir être mis en résidence, surveillés, assignés à résidence chez eux, avec un bracelet électronique, pour que les forces de police et de sécurité savent où ils vont, où ils sont, ce qu'ils font, le temps que les forces de sécurité aient pu évaluer la dangerosité de ces personnes. Vous l'avez dit, 11 000 personnes, est-ce que c'est vraiment réaliste, cette proposition? Madame, ce qui n'est pas réaliste, c'est de les laisser dans la nature et de faire comme si ils ne représentaient pas un danger potentiel. Mais ce n'est pas suffisant. Ces personnes, dont les autorités ou les forces de l'ordre, qui ont fait un travail remarquable, ont des doutes ou des éléments concrets attestant de leur radicalisation. Il faut que nous créions les conditions de centres de déradicalisation pour que nous y envoyions ceux qui sont tentés par la radicalité. J'ajoute, me semble-t-il, tout le monde le dit, on se radicalise de deux façons, parfois cumulatives, Internet ou certains lieux de culte. Sur Internet, toute personne convaincue de consulter des sites djihadistes doit être considérée comme un djihadiste, ça doit être reconnu comme un délit. Quand on consulte des sites pédophiles, on est considéré comme un pédophile. On doit prendre la même mesure s'agissant des sites djihadistes. Alors on sait... Quant aux lieux de culte, puisqu'on parle salafistes, lieux de culte où il y a de la radicalisation, où il y a des imams qui font des prêches de radicaux, il doit être expulsé manu militari et les lieux fermés. C'est ce que proposait Manuel Valls ici sur ce plateau hier soir. Expulsion des imams radicaux, vous êtes d'accord avec lui? Je préférerais qu'il sache qu'il est Premier ministre et qu'il le mette en œuvre. Lorsqu'il y a eu l'attentat du Pardo à Tunis, plusieurs dizaines de mosquées ont été fermées en Tunisie. Nos compatriotes ne comprendraient pas qu'on ne fasse pas de même. Il ne s'agit pas de faire un amalgame qui serait détestable. Il s'agit de prendre des mesures. Alors le président de la République... Il y a 520 jeunes Français qui sont aujourd'hui entre la Syrie et l'Irak. Tous ceux qui sont partis pour faire le djihad, qui reviennent, doivent être immédiatement mis en prison. Quant à ceux qui ont la double nationalité, nous ne devons pas les garder une seconde de plus sur le territoire national.
Le président va demander probablement demain de prolonger l'état d'urgence à 3 mois. Est-ce que vous êtes aussi dans cette disposition d'esprit de dire que les Français vont devoir accepter de renoncer à certaines de leurs libertés à cause de cette situation exceptionnelle, avec des mesures plus... La prolongation de l'état d'urgence, François Hollande m'en a informé ce matin, je lui ai dit que nous l'accompagnerions bien sûr. Mais état d'urgence, pourquoi? La question n'est pas d'interdire aux gens d'aller au cinéma ou à un spectacle. Nous devons profiter de l'état d'urgence pour assigner à résidence les gens dont je vous parlais tout à l'heure. Nous devons profiter de l'état d'urgence pour mener une vaste opération dont le but consisterait à éradiquer le trafic d'armes dans un certain nombre de nos quartiers ou de nos banlieues. Nous devons profiter de l'état d'urgence pour que des perquisitions soient engagées, parce qu'on ne peut pas supporter que les kalachnikovs circulent dans notre pays. Donc l'état d'urgence, oui, mais pour changer drastiquement la politique de sécurité. Et par rapport à dernier l'étranger, point, je pense qu'il faut que les peines soient appliquées maintenant. L'un des individus avait été condamné 8 fois. 8 condamnations. Pas un seul jour en prison. je voudrais aussi qu'on parle de notre politique à l'étranger et notamment en Syrie. Monsieur Sarkozy, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que les raids aériens suffisent? Est-ce qu'il faut reprendre le dialogue avec Bachar al-Assad? Madame, il faut bien comprendre une chose. Il y a un lien entre notre politique étrangère et notre politique de sécurité. Le risque pour les Français et pour la France s'est considérablement accru à partir du moment où nous sommes intervenus en Syrie. J'ai approuvé cette intervention, je n'y reviens pas. Simplement, aujourd'hui, nous sommes dans la pire des situations. Suffisamment visible pour être une cible de l'État islamique, appelons notre adversaire par son nom, mais en même temps pas suffisamment engagé pour éradiquer ces barbares, ces voyous et ces assassins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première chose à faire, me semble-t-il, c'est qu'au lieu d'avoir plusieurs coalitions, il n'en faut qu'une. Et je veux dire... Parler aux Russes? Mais pas parler aux Russes. Parler aux Syriens? Associer les Russes au travail de la coalition pour que nous n'ayons qu'un seul but, détruire l'État islamique qui organise et qui commandite des assassinats de Français sur le territoire national. Est-ce qu'il faut envoyer des troupes au sol? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Des troupes au sol occidentales et françaises en aucun cas. Vous voyez bien l'utilisation qu'en ferait l'État islamique alors. Mais il y a un certain nombre de nos pays arabes alliés qui sont prêts à envoyer des troupes au sol. Il faut qu'eux-mêmes envoient ces troupes et que nous ayons des équipes spécialisées pour que les frappes atteignent leur but. On ne va quand même pas m'expliquer que l'État islamique peut tenir en respect une coalition internationale. Notre ennemi, c'est l'État islamique. Il faut l'éradiquer. Et par ailleurs, changer drastiquement les conditions d'exercice de notre politique de sécurité. Dernière question, Nicolas Sarkozy, est-ce que la COP21 peut se tenir? Est-ce qu'il faut la déplacer? C'est la décision du président. En ce qui me concerne, ce que je lui ai dit, c'est que s'il voulait la maintenir, bien sûr c'était légitime, mais qu'on ne pouvait pas la tenir dans les mêmes conditions. Pourquoi? Parce que les centaines de milliers d'heures de fonctionnaires de police et de gendarmerie me semblent plus utiles au service de la sécurité des Français que pour la protection de convois officiels. Donc entre l'annulation pure et simple, qui ne serait sans doute pas un bon signal, compte tenu de la terreur que veulent faire régner ces assassins, et le maintien en l'état de la COP21, il me semble qu'il y a un juste équilibre à trouver. Enfin, je voudrais dire une dernière chose, il faut que l'Europe se ressaisisse. Il faut un sommet des chefs d'État européens pour décider de ce que signifie le contrôle aux frontières, que nous le fassions de façon coordonnée, on voit le rôle de la Belgique et l'interdépendance entre nos pays. Il faut de toute urgence mettre en œuvre le fameux programme PNR dont on se demande pourquoi il n'est pas utilisé. Vous savez, c'est le programme qui permet de contrôler, non pas au moment où ils montent dans l'avion, un certain nombre de gens, mais au moment où ils réservent leur billet. Et puis, il faut également résoudre le problème contrôle aux frontières, des conséquences de l'intervention en Syrie, de l'explosion de la Syrie et des flux migratoires qui arrivent en Europe. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir.